des réformes de santé. C'est formidable ça. Et je crois que Obama est quelqu'un très respecté dans le monde, mais comme je viens de dire, c'est toujours difficile dans la politique interne. C'est absolument similaire en Europe. À ce moment, on a les leaders, c'est très difficile à atteindre la popularité. On sait ça très bien. Et la politique aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux et la presse et tout ça, et l'opinion publique, c'est toujours difficile. Et si on ne veut pas être critiqué, il ne faut pas être leader. Vous, Tony Blair, vous avez laissé une trace, vous avez gouverné la Grande-Bretagne pendant 10 ans et laissé un nom qui fait débat encore en France, et pas seulement en France, le blairisme, cette troisième voie que vous avez voulu tracer aux côtés de Gerhard Schröder. Je sais que vous suivez la politique française, est-ce qu'il vous arrive de voir ou d'entendre aujourd'hui des disciples ou des héritiers du blairisme? Je ne sais pas si le mot héritier ou disciple, c'est pas le propre mot, mais je crois que la troisième voie reste tout à fait le bon chemin pour le monde aujourd'hui. Et pas seulement en Europe. Il y a 2 semaines, j'étais à l'Amérique latine et j'ai remarqué avec le président Santos en Colombie, la Mexique, président Peña Nieto, il essaie d'avoir un secteur public compétent, efficace, rénové, aussi un secteur privé compétitif qui peut supporter les entreprises, qui crée les jobs, les emplois. Et je crois que cette combinaison, si vous voulez, ça c'est la voie de l'avenir. Et si on voit l'Europe à ce moment, on a besoin d'un pacte où d'un côté, on a une politique fiscale un peu plus flexible et on peut faire les investissements pour stimuler la croissance, et de l'autre côté les réformes structurelles, parce que c'est absolument nécessaire d'avoir les réformes structurelles pour sauver l'euro et pour avoir la compétitivité pour l'avenir. Donc je crois que la troisième voie, c'est pas une question de un homme ou une personne, c'est si vous voulez, c'est un esprit de politique, c'est une approche politique qui reste absolument, pour moi, la meilleure voie. Mais c'est une approche qui sert souvent d'épouvantail, vous comprenez, épouvantail qui fait horreur à une partie de la gauche française. Pour répondre à cela, qu'est-ce qui distingue les réformes que vous avez menées en Grande-Bretagne du néolibéralisme? Oui, mais nous avons introduit aussi un salaire minimum dans la Grande-Bretagne pour la première fois, mais nous avons fait les réformes pour l'éducation, pour la santé, pour les cotisations sociales, et ça c'est absolument nécessaire pour aujourd'hui, parce qu'il faut distinguer entre les principes, les valeurs qui restent intransigeantes, si vous voulez, et la manière de les appliquer dans le monde moderne, et ça doit évoluer avec le temps. Donc c'est tout simplement, et c'est pas très complexe, c'est une question, le monde change, on doit changer avec le monde. Si on ne change pas, on est en difficulté, et l'objectif de troisième voie, c'est de garder le modèle social, mais le réinventer pour le monde moderne, c'est tout simple. Une phrase récente tout de même dans le débat français, une phrase du Premier ministre Manuel Valls: la gauche peut mourir, une phrase qui fait écho à ce que vous disiez quand vous aviez transformé votre parti en New Labour, modernize or die, moderniser ou mourir. Vous allez lui réclamer des droits d'auteur à Manuel Valls. Non, mais je crois qu'il a raison, parce que autrement on est une espèce différente de conservateur si on ne change pas avec le temps. Et pour moi, franchement, j'ai appris cette leçon quand j'ai vu le monde après avoir quitté Downing Street. Ce qu'on doit faire, c'est assez clair, parce que tout le monde est face à face aux défis pareils. La chose la plus difficile, c'est de les mettre en œuvre, les leçons de réforme partout dans le monde. Mais c'est le job des leaders de donner le leadership et de prendre les décisions, des décisions souvent difficiles, souvent très contestées, mais nécessaires pour obtenir un avenir de prospérité, pour
pour notre pays. Et c'est la même chose dans la Grande-Bretagne, aux États-Unis, en France et partout dans le monde. Donc ce qui leur manque à ces leaders, c'est du courage? C'est pas simplement une question de courage, c'est aussi une question d'avoir une analyse politique réelle, pragmatique, pas fondée sur les idéologies du passé, mais une politique qui correspond à la réalité moderne. Ce qui vous distingue aussi, Tony Blair, c'est que vous êtes, Bernard Guetta l'a rappelé, un Britannique européen ou europhile dans un pays traversé aujourd'hui par un courant europhobe hostile à l'Europe, un courant de plus en plus puissant. Que vous inspire la colère affichée par David Cameron, son refus du budget européen et de payer la rallonge de 2 milliards réclamée par Bruxelles aujourd'hui? Il y avait toujours, y compris quand j'étais Premier ministre, des disputes avec l'Europe, mais non, si le parti l'année prochaine, il y aura un référendum de sortir de l'Union européenne. Je crois que ce serait un désastre pour mon pays et je crois que le peuple de la Grande-Bretagne vote à rester dans l'Union européenne, enfin. Mais ce serait très difficile. Et je crois que les sentiments des Britanniques en Europe, les sentiments sont partagés à part de beaucoup de gens en Europe. La différence, c'est qu'il faut réformer l'Europe dedans, mais pas menacer à sortir, si vous voulez. Et ça, c'est la différence. Mais il y a dans la France, même dans l'Allemagne, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux avec la direction de l'Europe, qui veulent les réformes de l'Europe. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est dans le monde moderne, dans le XXIe siècle, c'est très important pour un pays comme la Grande-Bretagne et les pays comme France, pour avoir l'influence, pour avoir le pouvoir, il faut être dans l'Union européenne parce que on est dans un monde maintenant avec la Chine, les États-Unis, peut-être l'Inde, les grands pays avec une grande population. Et si on veut l'influence, on veut le pouvoir, il faut être ensemble. Mais on va reparler tout à l'heure, Tony Blair, si vous le voulez bien, des réformes que doit faire l'Europe. Mais on aimerait comprendre, nous Français, David Cameron, il fait des concessions aux europhobes dans l'espoir de gagner les élections de 2015, ou il a déjà basculé, lui, dans le camp des europhobes et de ceux qui voudraient, au fond de lui-même, sortir de l'Europe? Je ne suis pas très certain, mais je pense qu'il veut rester en Europe. Mais c'est difficile pour lui, dans son parti, parce que le Parti conservateur a un europhobe. Dans le parti, il y a beaucoup d'europhobes et c'est difficile pour lui, mais quand même, je crois que quand on est Premier ministre dans un pays comme la Grande-Bretagne, on sait bien que c'est intelligent de rester dans l'union politique la plus grande du monde, le marché commercial le plus grand du monde. Tony Blair, invité de France Inter, on va vous retrouver dans quelques minutes avec les questions de nos éditorialistes Bernard Guetta, Thomas Legrance, qui s'interrogent à la fois sur la situation française et aussi sur la situation internationale, le Moyen-Orient, le Proche-Orient. On y vient, Michel des Hauts-de-Seine qui vous demande, avez-vous quelques regrets d'avoir suivi George Bush en Irak? Des questions là-dessus. Évidemment, Tony Blair, vous continuez de penser aujourd'hui que l'intervention de 2003, qui visait à renverser Saddam Hussein pour de prétendues armes de destruction massive, que cette intervention n'est pas responsable du chaos irakien actuel? Je continue à être certain que ça va mieux de ne pas avoir Saddam en Irak aujourd'hui, mais de toute façon, je crois que c'est très important à reconnaître maintenant que nous avons une situation tout à fait différente dans la région. On a maintenant les problèmes en la Syrie, Irak, la Libye, Yémen et au nord de l'Afrique. Et je crois que c'est un problème beaucoup plus large. C'est une question d'islamisme et comment on peut combattre cet islamisme, que c'est un problème dans la région du Moyen-Orient, c'est certain, mais au-delà, un problème pour le monde. Donc on peut avoir un débat sur la décision de 2003, mais il faut aussi rappeler que
l'État islamique, ISIL, était tout à fait battu en Irak en 2011, mais avec la guerre civile, où il n'y avait pas une intervention, le groupe s'est reconstruit en Syrie et puis traversé la frontière en Irak, et maintenant on a le problème. Donc il faut dire qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour combattre cette espèce de terrorisme, d'islamisme, extrémisme qui est frankement partout. Vous pensez que nous aurions dû intervenir en Syrie il y a un an? Oui, j'ai pensé que ça allait mieux si nous avons intervenu à la Syrie, parce que je crois si on laisse la situation, qu'est-ce qu'on a à ce moment? On a les réfugiés d'une façon incroyable et énorme, on a une guerre civile, et je crois que c'est très difficile maintenant à voir ce qu'on peut faire pour avoir la stabilité dans le pays, parce qu'on a les groupes extrémistes et puis on a le régime de Bachar Assad, et il faut pas oublier que Bachar Assad chaque jour continue à utiliser les barils d'explosifs contre son peuple. Il y a 200 000 morts, ou plus que ça, et c'est une situation absolument effrayante. Question de Bernard Guetta. Vous pensez qu'il aurait fallu intervenir en Syrie, mais c'est votre propre parti, le Parti travailliste, qui a bloqué cette possibilité aux communes. Le Premier ministre David Cameron y était favorable. Alors question, vous êtes aussi favorable au maintien de la Grande-Bretagne dans l'Europe, mais est-ce que votre parti, le Parti travailliste et son dirigeant actuel, va réellement faire campagne pour ce maintien? Est-ce que vous allez faire réellement campagne? Parce que vous n'avez jamais fait réellement campagne pour l'Europe, malgré vos convictions européennes. Oui, mais la question de l'euro, c'est différent. Parce que, voici... mais même sur l'Europe, laissons même l'euro, même sur l'Europe. Moi, je me souviens d'un discours de vous à Oxford. Oui, très bien, l'Europe, il n'y avait pas beaucoup de flammes. Hein. Oui, non, mais par exemple, la défense européenne, j'ai commencé ça avec le président Chirac, et j'ai fait beaucoup dans l'Europe. Mais pour l'euro, c'est différent, parce que le problème avec l'euro, c'était une idée motivée par la politique, mais exprimée, si vous voulez, économiquement. Et le problème, c'est que j'étais toujours en faveur pour la Grande-Bretagne se joindre à l'euro d'une façon politique, mais économiquement, c'est beaucoup plus difficile pour nous. Donc ça c'était la raison pour ma position sur l'euro, mais je suis absolument en faveur de l'Europe, de l'Union européenne. Je crois que c'est une idée moderne, c'est une idée absolument nécessaire. Et je crois que mon parti, aujourd'hui, le Parti travailliste, est en faveur de l'Europe, et le leader du parti a refusé à promettre un référendum sur la question. Mais vous n'avez pas dit oui, je vais faire campagne. Je veux faire campagne, mais ça dépend sur quel domaine, quelle politique. Contre UKIP, contre les positions actuelles de David Cameron. Je suis contre UKIP. Oui, mais on l'entend. Est-ce qu'on l'entend? Oui, toujours j'étais contre UKIP. Oui, moi, je dois être dur d'oreille. Un mot encore pour revenir sur votre regret qu'il n'y ait pas eu d'intervention occidentale il y a un an en Syrie. Vous en connaissez pour partie les raisons. Si le Parlement britannique a refusé l'intervention, c'est à cause justement du précédent de 2003. Oui, c'est vrai, mais aussi c'est important à voir le monde comme il est aujourd'hui, et je crois que maintenant c'est pas tout simplement une question de la Syrie, l'Irak, on a la Libye, et ça m'inquiète beaucoup, parce que je crois que il y a vraiment, moi je vois la région ensuite. Je crois qu'il y a une lutte contre l'extrémisme, et de l'un côté, on a les forces d'extrémisme, de l'autre côté, on a les forces de modernité. Et c'est très important pour nous, à l'Ouest, à supporter, à former les alliances avec les modérés dans la région. Et les bonnes nouvelles, que je peux remarquer parce que je suis dans la région 2 fois par mois, les bonnes nouvelles sont qu'il y a des gens maintenant qui sont volontiers à dire non, il faut reformer le système, il faut résoudre les problèmes religieux dans la région, et nous sommes dans une position où on veut
comment on peut dire, une mentalité ouverte vers le monde. Et ça, c'est vraiment le conflit dans la région. Islamistes, l'un côté, l'autre côté, ceux qui ont un open mind. Un esprit ouvert. Un esprit ouvert, exactement. Merci. Vous êtes dans la région régulièrement, car je le rappelle, Tony Blair, vous êtes l'envoyé spécial du Quartet au Proche-Orient, c'est-à-dire que vous êtes mandaté par l'ONU, les États-Unis, la Russie, l'Europe pour faciliter la paix par le développement des territoires palestiniens. La Suède vient de devenir le premier pays membre occidental de l'Union européenne à reconnaître l'État de Palestine. Est-ce que c'est une voie à suivre pour les autres pays de l'Union européenne? Je comprends pourquoi la Suède a fait ça, mais la réalité, c'est qu'on doit avoir un État en Palestine. Donc, je crois que le conflit israélo-palestinien reste très, très important, mais à ce moment, c'est bloqué à cause des politiques des deux côtés. Et moi, je crois qu'il faut avoir un gouvernement d'Israël qui veut vraiment un État palestinien pour les raisons stratégiques pour l'Israël aussi, et il faut unifier la politique palestinienne sur une base de paix. Que vous répondent les dirigeants israéliens, vous les voyez, vous les rencontrez? C'est difficile à ce moment à juger. Je crois que peut-être maintenant, c'est possible à trouver une voie pour l'avenir, mais je crois que c'est très important d'avoir une négociation, mais on doit avoir une négociation avec crédibilité. Et donc, je crois que c'est très difficile à envisager comment on peut faire le progrès sans avoir une vraie négociation et les changements sur le terrain. Parce que c'est sur le terrain, on a les problèmes de colonisation, on a les problèmes de violence, et il faut changer ça. Donc, on doit avoir les deux volets, si vous voulez, la négociation politique et aussi les changements sur le terrain. Mais vous croyez que M. Netanyahou veut vraiment la paix? Parce qu'on a plutôt le sentiment qu'il préfère la guerre. Et qu'il préfère la guerre pour des raisons, qu'il pense que la sécurité de son pays, après tout, il est en charge de la sécurité de son pays, serait mieux assurée par la perpétuation du statu quo. Je veux m'approcher cette question d'une façon délicate parce que je suis le représentant de Quartet. Je crois qu'il était dans une négociation auparavant. Il a dit qu'il veut avoir une autre négociation, mais on doit avoir une négociation crédible, si vous voulez. Hein? Et ça, c'est la question. Mais de l'autre côté, c'est aussi important d'avoir une politique palestinienne vraiment unifiée autour des principes pour la paix. Et la division dans la politique palestinienne est aussi un problème à ce moment. Entre Hamas, d'un côté, Fatah de l'autre côté, et je supporte tout à fait les efforts du président Abbas à faire marcher les choses, mais maintenant, il y a un risque qu'avec tous les problèmes du région, on oublie l'importance de cette question. Et ça reste, au fond, une question absolument fondamentale pour le futur du région. Autre question internationale et une question sanitaire et humanitaire, Ebola et cette épidémie qui a fait près de 5000 morts, déjà 13 000 cas recensés en Afrique, notamment au Libéria, Sierra Leone et Guinée. Dans deux de ces pays, vous avez rencontré les dirigeants. Vous pensez aujourd'hui que les dirigeants du monde entier n'en font pas assez ou ne donnent pas assez, en tout cas ne contribuent pas à la lutte contre cette épidémie, Tony Blair? Il faut porter l'action à une autre échelle, je crois, de vitesse et d'urgence. Ma fondation travaille dans les pays de Sierra Leone, la Libéria et la Guinée aussi. J'ai des équipes là qui travaillent avec le gouvernement à ce moment. Je vais visiter moi-même la semaine prochaine. Je crois que c'est vraiment, on a besoin de personnel médical, de centres de traitement. Nous avons envoyé un navire médicalisé de la Grande-Bretagne pour le Sierra Leone, mais c'est une question de vitesse. Parce que on peut annoncer toutes les mesures, mais les mettre en place dans le pays, ça c'est beaucoup difficile. Et les difficultés logistiques, mais il faut agir parce que autrement
on aurait un problème absolument énorme et la crise continue et je crois que l'urgence nous manque un peu. Alors il nous reste quelques minutes, Tony Blair, et je prends quelques questions d'auditeurs qui apparaissent sur l'écran. La question vient de disparaître à l'instant. Un auditeur vous demandait ce que vous pensiez de la montée de l'extrême droite. On en parlait tout à l'heure dans la revue de presse de la percée de Marine Le Pen, de la montée de l'extrême droite en France. On a la montée d'extrême droite en France, en Grande-Bretagne, même en Allemagne et partout. Et pour moi, la question c'est pour les gens du centre et les gens du centre-gauche avoir une direction très forte, très claire, parce que ça c'est le choix entre une politique, par exemple, vous avez discuté la question des immigrés. La question d'immigration, c'est une question pour tous les pays en Europe à ce moment. Et il faut avoir absolument les contrôles sur l'immigration, il faut avoir les règles et tout ça. Mais pour identifier les immigrés comme la source, l'origine de tous nos maux, je crois que c'est une grande erreur. J'aime pas cette espèce de politique, de la politique de préjugés. Et je crois que c'est très important donc pour les gens dans le centre pour donner la direction, pour donner la grande vision, si vous voulez, parce qu'autrement, il y a un risque. Les gens pensent peut-être les réponses sont à extrême gauche ou extrême droite, et franchement, pour le monde d'aujourd'hui, c'est pas une question des extrêmes, c'est une question d'avoir une politique intelligente, sage, moderne. Vous connaissez la situation à Calais, ces milliers de réfugiés qui affluent venant pour la plupart de la Corne de l'Afrique avec l'espoir de gagner la Grande-Bretagne. Que devrait faire la Grande-Bretagne dans sa coopération et dans sa relation avec la France pour résoudre cette question difficile? Je me souviens de ce problème parce que quand j'étais Premier ministre, il y avait un problème là et je crois que c'était Nicolas Sarkozy qui était le ministre de l'Intérieur à l'époque. Il faut faire ce que nous avons fait à l'époque. Il faut avoir les règles, il faut avoir les contrôles, il faut coordonner avec le gouvernement français. Mais c'est vraiment un problème pour les communautés anglaises à la frontière. Mais encore, c'est un problème, il faut le résoudre, mais ce n'est pas la raison que nous n'avons pas les emplois pour la jeunesse. Ce n'est pas la raison que nous avons les autres difficultés sociales. Il faut résoudre ces problèmes d'une façon moderne et ne pas scapegoat. Ne pas trouver de bouc émissaire. Exactement. De bouc émissaire. Question d'un internaute qui fait écho à une polémique en France, qui se demande si un ancien Premier ministre peut donner des conférences très bien rémunérées plutôt que de s'essayer à de nobles causes. On fait référence là aux conférences données aussi dans le monde entier par un ancien président de la République, en l'occurrence Nicolas Sarkozy. Et c'est ce que vous faites aussi, Tony Blair, depuis que vous avez quitté Downing Street. Oui, c'est ce qu'on fait quand on quitte Downing Street. Et comme je dis toujours, j'ai quitté Downing Street avec 3 personnes et un portable. Et il faut construire une organisation et je l'ai fait. Et maintenant, je travaille avec plus de 200 personnes dans mon organisation. Ça coûte. Mais vous voulez dire que les conférences financent votre fondation? Absolument. Mais uniquement votre fondation? Non, absolument pas. Mais je reste, au fond, un politicien. Et comme vous savez, si on m'a offert la position de président de l'Union européenne il y a des années, je l'aurais accepté. Alors, ne m'en faites pas. Un auditeur de l'Ariège, Louis, vous demande quand reviendrez-vous passer vos vacances en Ariège? Bientôt, j'espère, parce que j'ai des très bons souvenirs. J'adore cette région de la France. Et je dois dire, je vois la France et je vois beaucoup de pessimisme et un esprit un peu de déclinisme, mais moi je suis optimiste sur la France. Je crois qu'il y a beaucoup des atouts, beaucoup de potentiel, et je crois que c'est un peuple
extraordinaire et un pays extraordinaire. Et il faut être un peu plus optimiste sur l'avenir, si je peux donner mon opinion d'une façon très humble. Vous étiez là pour ça. Merci infiniment, Tony Blair, d'être venu ce matin au micro de France Inter en direct dans ce 7-9. Merci à vous encore. Et dans un instant, restez à l'écoute, le billet de Nicole Ferroni. Okay then.